Elisabeth Borne, bonjour. Bonjour. La campagne du premier tour s'achève ce soir. Les sondages se resserrent, mais ils donnent toujours une victoire d'Emmanuel Macron sur Marine Le Pen. Le ton d'une partie des dirigeants de la majorité s'est dramatisé depuis quelques jours. Vous-même, vous avez fait un petit peu de politique fiction il y a quelques jours lors d'un meeting à Caen, en imaginant ce qu'aurait pu être la France si la candidate du Rassemblement national avait été élue en 2017. Est-ce que la Macronie joue un petit peu à se faire peur ? Il ne s'agit pas de jouer à se faire peur, il s'agit de présenter clairement les choix aux Français. On a un candidat Emmanuel Macron qui porte un projet qui est tourné vers l'avenir, qui veut renforcer notre pays, qui veut renforcer son indépendance, renforcer l'indépendance de l'Europe, permettre de sortir des énergies fossiles, dont on voit bien qu'elles pèsent aujourd'hui très fortement sur le pouvoir d'achat des Français, avoir demain une croissance plus forte, plus riche en emplois. Et puis on a une candidate qui a gommé finalement tout ce qui pouvait inquiéter dans son programme, dans ses propos, et qui sur le fond n'a pas changé. Aujourd'hui, elle ne dit plus qu'elle veut sortir de l'Europe ou de l'euro, mais de fait, elle ne veut respecter aucune des règles, elle veut baisser la contribution de la France à l'Union européenne, et ce qu'elle est en train de préparer, c'est ni plus ni moins que la sortie de la France de l'Union européenne. Donc je pense que c'est important de bien poser les termes du débat, en vue du premier tour qui se tient dimanche. Vous craignez l'abstention? On dit pourtant qu'elle pourrait plutôt nuire à Marine Le Pen. Écoutez, je pense que quand on est dans une démocratie, on doit tous souhaiter que la mobilisation, la participation soit maximale. C'est un moment très important. On voit bien les crises qu'on a vécues ces derniers mois. On voit aussi la crise, la guerre en Ukraine. Il y a des choix très importants à faire pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de l'Europe. Donc c'est très important que les Français, effectivement, se mobilisent et aillent voter. Dans le Figaro, hier, en évoquant le RN, Emmanuel Macron parlait de rejet de la République et d'une base d'antisémitisme. Moi ou le chaos, ou moi ou les extrêmes, c'est pas un argument un petit peu court? Je pense que c'est important de rappeler que même si Mme Le Pen fait campagne depuis des mois en ayant flouté son programme, les fondamentaux, ils restent les mêmes. Et effectivement, ce sont des projets qui opposent les Français les uns aux autres, ça reste le cas. C'est aussi une candidate qui vous explique clairement que les règles de la Constitution, elle ne considère pas qu'elles s'imposent à elle. Donc je pense que c'est aussi important de dire que non, le Rassemblement national, c'est bien le Front national d'hier. Est-ce que le Front républicain fonctionnera encore en 2022 ? Le problème de la famille Le Pen, ça a toujours été celui des réserves de voix pour le second tour, mais cette fois, il y aura les électeurs d'Éric Zemmour et probablement une partie de ceux de Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde aura à se prononcer dans l'entre-deux tours. Je crois que c'est d'autant plus important de marquer qu'il y a des projets, je vous dis, des projets qui projettent notre pays dans l'avenir, qui protègent vraiment les Français, avec des réponses, par exemple, au travers du plein emploi, des vraies réponses en termes de pouvoir d'achat, comme on l'a montré tout au long du quinquennat, comme on le montre face à la flambée des prix d'énergie avec le bouclier tarifaire, avec la remise des prix à la pompe, et pas des solutions magiques qui n'expliquent pas où on trouve l'argent et qui par ailleurs seraient moins protectrices, notamment la baisse de la TVA comme le propose Mme Le Pen. Du côté d'Emmanuel Macron, les réserves de voix, s'il est qualifié pour le second tour, elles se trouveront où? On peine à les voir un petit peu. Oui. Enfin, je pense que la campagne du deuxième tour, ce n'est pas la continuité de la campagne du premier tour. Il y a deux projets qui s'affrontent. C'est ça le principe du deuxième tour. Et je vous dis, ça sera effectivement notre responsabilité aussi de bien expliciter le projet d'Emmanuel Macron, dont j'espère évidemment qu'il sera au deuxième tour, et puis le projet de l'autre candidat. Est-ce qu'il faudra, entre les deux tours, adresser des signaux aux électeurs de droite modérée, notamment, et peut-être même à leur candidate, Valérie Pécresse? Vous savez, il y a un programme qui continue à se fonder sur le dépassement. Emmanuel Macron l'a redit. Ce qu'on souhaite, c'est un projet pour la France et pour les Français. Ce n'est pas le projet d'un parti ou de l'autre. Et c'est un projet qui renforce notre pays, qui renforce sa souveraineté au sein d'une Europe plus forte. Donc voilà, il ne s'agit pas de faire des clins d'œil aux uns ou aux autres. C'est un projet cohérent qu'on va continuer à porter et à expliquer. Pour finir sur la question du Rassemblement national, qui n'a jamais été donné aussi haut par les sondages, y compris au second tour, quelle est la part de responsabilité d'Emmanuel Macron? En 2017, il avait été élu et il avait dit qu'il voulait faire en sorte que les Français n'aient plus de raison d'aller voter pour les extrêmes à la fin de son quinquennat. Vous savez, je pense qu'on a traversé des crises qui ont été très difficiles pour tout le monde, même s'il faut rappeler toute la protection qui a été apportée pendant cette crise sanitaire notamment.
avec le quoi qu'il en coûte, mais aussi avec les vaccins. Donc on voit bien, pour moi j'entends le signal de Français qui sont à la fois fatigués par ces mois de crise, puis qui sont inquiets pour l'avenir. On va effectivement porter un projet qui aussi est un projet optimiste, parce que moi je retiens aussi de cette crise que la France et les Français ont montré leur capacité de rebond. Ce n'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui la croissance, une des croissances les plus fortes en Europe. Donc il faut redonner confiance aux Français et avoir confiance dans la capacité de notre pays à affronter ces moments qui sont de fait difficiles. Notre chroniqueur Raphaël Gurka de la Fondation Jean Jaurès écrit ce matin dans l'Opinion « Jusqu'ici, la campagne d'Emmanuel Macron n'a pas réinsufflé de récit ou de grille de lecture du monde. » Vous l'avez trouvé, vous, cette grille de lecture ? Je pense que le projet que porte Emmanuel Macron, il est très clair. Vous savez, dans un monde qui est effectivement chahuté par des crises, celles qu'on a connues, celles qu'on est en train de vivre, la crise climatique aussi, porte le projet d'une France plus forte, dans une Europe plus forte, le projet aussi de prendre vraiment à bras-le-corps les enjeux climatiques. C'est tout ce que dans le projet on veut faire sur la réindustrialisation du pays, la sortie des énergies fossiles, pour redonner aussi du pouvoir d'achat aux Français. Vous voyez qu'il est identifié là-dessus, Emmanuel Macron, les enjeux climatiques ? Alors, il y a eu beaucoup de caricatures, vous voyez. Je pense que cette campagne de premier tour, ça a été un peu de taper à bras raccourcis sur le projet d'Emmanuel Macron. J'invite les Français à regarder son projet, sortir des énergies fossiles. Je pense que c'est fondamental. Vouloir être le premier pays à le faire, je pense que c'est une ambition qui est importante pour la France. Et ça ne vient pas de nulle part. Vous voyez, on a baissé 2 fois plus vite les émissions de gaz à effet de serre dans ce quinquennat qu'au cours de tous les autres quinquennats. On a investi massivement dans les transports propres, le transport ferroviaire, le vélo. On a mis 30 milliards d'euros dans la transition écologique, dans le plan de relance. On n'a jamais autant investi dans la transition écologique. 1 million de Français qui ont pu changer de voiture pour passer à des voitures qui consomment moins, qui polluent moins et qui pèsent moins sur le pouvoir d'achat. 650 000 personnes qui ont pu rénover leur logement l'an dernier et on vise 700 000 par an. Donc tous ces enjeux climatiques qui sont aussi au cœur du projet d'Emmanuel Macron. Alors penchons-nous sur quelques-unes des promesses d'Emmanuel Macron pour son éventuel second mandat. D'abord, une hausse des pensions de retraite dès juillet et non pas en janvier 2023 pour tenir compte de l'inflation. Il l'a annoncé il y a 2 jours sur TF1. Les retraités, en moyenne, ont un niveau de vie plus élevé que les actifs, qui eux n'ont aucune garantie de voir leur revenu augmenter. Ce sont aussi ceux qui votent le plus. Est-ce que c'est une mesure électorale ? Alors d'abord, quand on parle des actifs, vous savez qu'on a le système le plus protecteur au monde sur le salaire minimum, le SMIC. On est le seul pays dans lequel le SMIC est indexé. Et tout le monde n'est pas au salaire minimum. Absolument. Et donc c'est aussi un sujet de demander aux entreprises de pouvoir donner des primes de pouvoir d'achat quand elles ont des résultats. Et c'est aussi une des propositions d'Emmanuel Macron. Mais ça dépendra de leur bonne volonté, alors que là, tous les retraités bénéficieront d'une hausse de leur pension. La proposition d'Emmanuel Macron, c'est de dire quand on distribue des dividendes, on doit aussi partager les richesses avec les salariés par l'intéressement, par la participation ou par une prime de pouvoir d'achat. Mais effectivement, les retraités, ils bénéficient d'une revalorisation tous les ans de leur pension sur l'inflation. Je le dis parce que certains candidats en font un des axes de leur programme. Donc c'est bien le cas, simplement c'est 1 fois par an. Avec le niveau d'inflation qu'on a aujourd'hui, c'est important de ne pas attendre le 1er janvier 2023 pour indexer les pensions des retraités. C'est donc ce qu'Emmanuel Macron propose de faire à l'été. Emmanuel Macron parle également beaucoup du plein emploi. Il en fait son levier pour le pouvoir d'achat, pour la baisse des déficits. Est-ce que ça va se faire tout seul ou bien est-ce qu'il faudra prendre de nouvelles mesures sur le marché du travail pour aller plus loin que celles que notamment vous avez portées en tant que ministre du Travail ? Alors le plein emploi, ça suppose déjà de créer des emplois, vous savez, et on en a créé 1 million dans le quinquennat. Et quand j'évoquais tous les projets pour avoir une industrie plus forte, pour décarboner notre économie, c'est aussi des projets qui sont créateurs d'emplois. Et puis effectivement, si on veut atteindre le plein emploi, il faut accompagner ceux qui ont le plus de difficultés à rentrer sur le marché du travail ou à y revenir. C'est ce qu'on a fait pour les jeunes avec le plan Un jeune, une solution. Vous savez, on sort de la crise, d'une crise sanitaire inédite et d'une des crises économiques les plus graves que notre pays ait connues, avec un taux de chômage des jeunes au plus bas depuis 40 ans. Et il faudra Donc aussi... l'idée, c'est de rester sur cet élan ou il faudra prendre des mesures Alors, nouvelles ? Il faut aussi accompagner ceux qui sont éloignés de l'emploi, notamment les bénéficiaires du RSA. Et on veut proposer le même accompagnement
pour ces personnes éloignées de l'emploi, pour les bénéficiaires du RSA, que ce qu'on a mis en place depuis le 1er mars avec le contrat d'engagement jeune. Donc c'est un accompagnement très intensif, 15 à 20 heures par semaine. C'est à la fois permettre à ces personnes de reprendre confiance, les aider à préparer un CV, un entretien d'embauche, leur permettre de découvrir des métiers par des immersions en entreprise, leur permettre de se former. C'est tout cet accompagnement qui est nécessaire si on veut effectivement atteindre le plein emploi. Et on a fait la moitié du chemin. Je pense que c'est aussi un objectif qui est crédible, qui est à notre portée, parce qu'on a fait la moitié du chemin dans le quinquennat. Un dernier mot, citation d'Emmanuel Macron, sur la question du travail et du mérite. Je me retrouve dans ce qu'a défendu le président Sarkozy. Vous qui venez de la gauche, est-ce que vous pouvez souscrire à cette phrase? Mais je pense que considérer qu'on s'émancipe par le travail, qu'on doit permettre à chacun d'avoir un travail, qu'on doit permettre de mieux vivre de son travail, je pense que c'est vrai, c'est ça la justice sociale, c'est ça un vrai projet de progrès. Merci beaucoup Elisabeth Borne.